Pour moi, le boulot de chef de groupe, c'est le plus beau boulot que j'ai fait. Faut pas être le meilleur, mais il faut leur montrer que c'est possible, toujours. Et faut être exemplaire dans tout ce qu'on fait. On peut pas être le meilleur partout, mais par contre, on peut être bon partout. Pas dur. Quartier libre. Aujourd'hui, je rencontre un militaire qui transforme des civils en chefs de guerre. C'est l'adjudant Emmanuel, il est formateur à l'École nationale des sous-officiers d'active. Son métier, c'est de prendre des jeunes entre 17 ans jusqu'à la trentaine et d'en faire des managers, d'en faire des chefs de terrain, d'en faire des futurs cadres de l'armée de terre. Alors, à quoi reconnaît-il le ou la futur chef charismatique? Comment s'y prend-il pour en faire des chefs de terrain? C'est ce qu'on va voir dans la conversation du jour, qui est d'ailleurs tournée à l'École nationale des sous-officiers, dans le musée du sous-officier à Saint-Mexan, un musée boule de feu que je vous invite à découvrir. Et maintenant, l'adjudant Emmanuel. Bon, adjudant, vous avez 18 ans de service chez les parachutistes, vous avez, je crois, 9 opérations extérieures au compteur. Vous avez aussi formé des générations de jeunes chefs, des jeunes sergents. La première question que je voulais vous poser, c'est à l'École nationale des sous-officiers, quand vous voyez arriver la première promotion, la dernière promotion de sous-officiers, donc des jeunes qui sortent du civil, ils sont devant vous, ils ont encore les cheveux longs, les valises sous le bras. C'est quoi la première chose que vous leur dites? La première chose, déjà, c'est on essaie de les rassurer. Parce qu'ils viennent d'arriver dans l'école, ils savent pas où ils sont. Et de suite, on les rassure en leur disant « Ok les gars, ça va bien se passer ». On les prépare tranquillement à cette montée en puissance au niveau militaire. Donc petit à petit, on leur explique ce qu'ils vont faire dans la journée. C'est un circuit d'incorporation concrètement. Mais ouais, petit à petit, on les rassure et on leur explique que ça va bien se passer. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont 18 ans, 19 ans? Alors, on va avoir plusieurs types de profils. On va avoir du 17 ans et demi. Et j'ai déjà eu jusqu'à 27 ans sur la même promotion. Ça peut être du très jeune comme un jeune qui a environ 26 ans, 27 ans et qui s'est dit tiens, tout ce que je fais dans le civil, ça me plaît pas forcément et j'ai envie de m'engager, pour la France par exemple, ou par rapport à ce qu'on a pu voir dans le public avec les attentats et tout, il y en a qui se rendent compte qu'ils ont une vocation pour l'armée. Ce serait ça pour vous la première vocation, un jeune là, qui a 17 ans, 18 ans, quand il se dit « moi mon rêve c'est de devenir sergent, de devenir jeune cadre de l'armée de terre », sa première motivation, ce serait ça, celle que vous avez citée, les attentats en France là, récemment? Alors je pense que c'est une des parties, mais parce que ça a montré en fait l'armée de terre, la plus-value de l'armée de terre dans le civil en fait, avec l'opération Sentinelle où on voit le militaire patrouiller dans les rues, etc. Cet aspect de confiance, quand on les voit, on se dit eh, putain, peut-être que moi aussi je peux faire la même chose. Et je pense que c'est une des choses qui participe à l'envie des jeunes aujourd'hui. Mais il n'y a pas que, il y a aussi le fait du protéger son pays, la France avec ce qu'on voit aujourd'hui, il y a aussi l'identité du drapeau, je pense, qui fait que le jeune aujourd'hui a envie de s'engager pour son pays. Donc là, les jeunes que vous voyez arriver à l'ENSOA, donc l'École nationale des sous-officiers, je dirais, on entend beaucoup dans les médias, les jeunes, ils ne s'engagent plus, ou ils sont plus comme avant, ils sont plus aussi engagés, ils sont plus individualistes. Vous, c'est pas du tout ce que vous voyez là dans les promotions qui arrivent. Alors, le recrutement est peut-être plus compliqué. On a du mal à recruter parce qu'on aimerait recruter. Mais les profils, c'est une génération, c'est leur génération. C'est pas la même que la mienne à mon époque ou celle de mes cadres, moi, quand je me suis engagé. Mais on a toujours cette question à se dire moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Mais c'est leur génération, ils sont comme ils sont. Maintenant, c'est à nous, cadres, de faire en sorte de les amener à l'endroit où on veut les amener pour les faire devenir, à l'École nationale en tout cas, en tant que chef de groupe. Et donc tout à l'heure, vous avez dit, vous les prenez en compte, parce que j'imagine que quand on est civil à 17 ans et demi, on sort d'un lycée, pour certains, la plupart, j'imagine qu'ils n'ont pas de famille militaire, etc. Ouais, c'est un gros choc quoi, pour eux. Oui, c'est un choc parce qu'on va instaurer plusieurs choses. Déjà, dès la première semaine, on va les réveiller le matin, on va leur demander de faire leur lit. Donc le réveil à Saint-Mexan, c'est 5h30. Donc pour la plupart des jeunes, C'est un choc. C'est un choc. La coupe de cheveux, c'est un choc. Mettre à la tenue, le respect des cadres, le vouvoiement, c'est peut-être des choses qui ne sont pas inculquées par toutes les familles, etc. Donc il y a toute cette étape d'évolution dès la première semaine qui fait que c'est compliqué de passer cette vie civile à cette vie militaire. Et notre but en tout cas, enfin moi en tout cas en tant que cadre, c'est de les amener petit à petit à ce niveau-là.
Et ce choc, bon, moi je l'ai vécu aussi, hein. J'imagine que vous êtes engagé à quel âge? À 17 ans et demi, moi. Ouais, vous à 17 ans et demi aussi. Ouais, bon, moi je me suis engagé un petit peu plus tard, à 25. Moi je pense que j'avais besoin de ça. Justement qu'on me dise lève-toi à 5 heures, habille-toi de telle manière, mets ça dans ton sac et tout. Vous croyez que pour les jeunes, là c'est pareil, ils le vivent tous comme ça, comme un besoin, ou il y en a pour qui il faut être un peu plus, faut mettre un peu plus la pression pour qu'ils adoptent ces routines-là du matin? Alors ça va dépendre en fait de la personnalité, mais sur une section complète, en fait, on va avoir tout type de personnalité. Il y en a, ça va être instinctif parce qu'ils ont de la famille militaire, qu'ils ont été éduqués comme ça. Comme il y en a, malheureusement, ils ne sont pas éduqués de la même manière. Faire leur lit, c'est leurs parents qui font le lit, qui rangent la chambre, etc. Donc il y en a certains, oui, c'est plus compliqué. Mais on va faire en sorte de les amener et de les diriger pour qu'ils comprennent en fait que son lit, c'est à lui de le faire, ses rangers, c'est à lui de les cirer. La tenue, elle doit être carrée, carrée comme à l'armée. Donc ouais, on les prépare petit à petit. Je pose des questions un peu bêtes, évidemment, c'est acquis pour vous et moi, mais à votre avis, c'est quoi l'intérêt de faire son lit tous les matins? Pourquoi commencer par ça? Pourquoi leur faire cirer tous les matins les chaussures? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, selon vous? Une rigueur. La rigueur dans la tenue, la rigueur qu'on présente quand on doit intervenir, quand on est en opération, on doit être rigoureux dans nos actions. Et ça commence par faire son lit, cirer ses rangers, sa tenue, elle doit être propre. C'est une rigueur qu'on doit mettre en place, pour moi en tout cas, qu'on doit mettre en place dès le départ. Et ce qui permet, je vais être rigoureux à l'issue sur la façon d'utiliser mon arme, la façon de nettoyer mon arme, sur le véhicule que je vais utiliser. C'est une rigueur qu'on doit mettre en place dès le départ, avec le lit au carré dès le matin et la tenue propre. Parce qu'on représente quand même l'armée française, l'armée de terre, et on se doit, enfin pour moi, on se doit d'avoir une tenue irréprochable en tout lieu, en tout temps. Ils voient quand ils parlent à leur cadre avec le vouvoiement qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de mettre en place avec leurs parents ou avec leur famille. Ce respect qu'on a de la hiérarchie, de l'autorité, tout ça, ils le ressentent et moi je le vois on le voit à peu près à la fin du premier mois où on se rend compte que le jeune, il a changé par rapport à ce qu'il était au départ. Ah oui, à quel niveau? Il est plus respectueux ou par exemple, ils arrivent, il y en a, ils disent pas bonjour parce qu'ils osent pas, parce qu'ils sont timides. C'est les premiers jours qu'au bout d'un mois, ça croise un cadre, même s'il le connaît, il le connaît pas, il a été éduqué dans le sens. Donc il va lui présenter ses respects, il va lui dire bonjour concrètement, mais en militaire. Et je trouve qu'au bout d'un mois, on commence à voir ce côté-là et ça se ressent. Et les familles aussi nous le disent souvent que en fait, il y a une évolution de leur enfant, en fait, il est autonome. C'est l'autonomie, il sait se gérer, il sait nettoyer chez lui, il sait préparer ses affaires pour partir où que ce soit et ils deviennent autonomes en fait grâce à l'armée. Moi, je le dis honnêtement, c'est un des trucs dont j'ai eu besoin et sur lequel l'armée m'a aidé. Je reviens sur le vouvoiement. C'est un paradoxe aujourd'hui où presque, quand on regarde la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que ça disparaît. Vous, dans l'École nationale des sous-officiers, c'est vouvoiement pour tout le monde, quoi. Les cadres, également à l'égard des élèves? Alors, le subalterne va vouvoyer l'autorité. Nous, on se permet de les tutoyer. Pourquoi? Parce que c'est plus simple dans la façon de cadrer les élèves, etc. Parce que si je vous vois à mes 30 élèves, ça va être plus compliqué. Donc, comme c'est un subalterne, moi, je vais me permettre de les tutoyer. Au départ, on va peut-être pas le faire. Ça va dépendre, bien évidemment, de la façon dont on voit les choses. Mais en tout cas, on va les tutoyer. Mais eux, c'est une marque de respect par rapport à l'autorité qu'ils doivent mettre en place par rapport au cadre supérieur qui va leur faire le cours, comme présenter la salle, etc. Donc, ça se fait dans un sens. Mais moi, je le fais par exemple à mes chefs. Je vous vois mes chefs, en aucun cas, je tutoierai mes chefs. Un des gros avantages, moi, que j'ai découvert à l'armée, et je trouve que c'est vraiment un avantage par rapport à certaines organisations civiles, c'est que la hiérarchie, elle est lisible, elle est claire. On la porte là, en fait. C'est celui qui a le plus de barrettes. Et du coup, il n'y a pas de hiérarchie invisible. On ne piège pas les gens. Je trouve que cette lisibilité et ces codes, typiquement, moi, quand je suis rentré à la Légion, le premier truc qu'on vous donne, c'est un manuel de savoir-vivre. Je l'avais eu avant à l'école des officiers. Je ne sais pas si vous avez la même chose d'ailleurs à l'école des sous-officiers, un manuel qui vous enseigne un peu comment on écrit un texto à un supérieur, comment on écrit un mail. Ça s'enseigne toujours tout ça?
Alors, il y a ce qu'on appelle les comptes rendus, etc. On va leur donner des cours. Il n'y a pas de manuel à proprement parler sur la façon d'être. Ils vont avoir l'aide le memento du chef de groupe qui va regrouper un peu tous les cours tactiques, techniques, etc. Mais, et avec les cours d'OS, etc. Comme ils vont être sergents à l'école, c'est eux qui vont présenter toutes ces façons de faire à leurs futurs soldats quand ils vont arriver en régiment, etc. Donc c'est eux qui vont faire les cours d'OS, d'ordre serré. Oui, c'est eux qui vont, c'est eux qui vont former. Donc si eux, dès le départ, on leur inculque pas cette hiérarchie, cette façon d'être, cette rigueur, ce professionnalisme, qu'est-ce que eux, en tant que chefs de groupe, ils vont inculquer à leurs jeunes arrivés en régiment? Si dès le départ, on met en place ça, ça va continuer, ça va être comme une lettre à la poste, ça va dérouler dans le bon sens. Ouais, je comprends. En plus, c'est vrai qu'on pourrait y revenir, mais là, tous les jeunes que vous avez qui viennent d'arriver, ils seront dans leurs unités sergents. Donc en fait, ils seront à la tête de 8 gars et filles, c'est ça? Alors En moyenne. en moyenne, ça va dépendre de leur spé. Parce que quand ils viennent à Saint-Mexan, au moment du recrutement, ils vont choisir une spécialité. Donc ça peut être un SIC, donc un système informatique et communication, comme ça peut être un chef de groupe infanterie dans un régiment d'infanterie ou un troupe aéroportée ou chasseur alpin. Toutes les spés vont se retrouver à Saint-Mexan. Donc il y en a qui vont commander dans un bureau, mais ils vont être C3T, donc le combat qu'on enseigne à l'école, et ils vont être en mesure de récupérer un groupe sur Sentinelle ou sur une mission. Donc il y a cette chance d'être face à un groupe. Donc là, c'est des élèves, vous leur enseignez les bases de ce que c'est qu'un soldat, Oui. mais très vite, vous allez leur enseigner à être chef, à être cadre, futur cadre, et avoir la responsabilité de 8 bonhommes, quoi. C'est ça. Donc il y en a certains, à 20 ans, ils vont commander 8 soldats, quoi. Et d'ailleurs, vous, c'est ce que vous avez fait, je crois. À quel âge vous aviez quand vous êtes devenu sous-officier? Alors moi, j'étais plus vieux quand je suis devenu sous-officier, parce que je me suis engagé en 2006 en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Moi, je suis du recrutement semi-direct. Donc je me suis engagé, j'avais, je crois, 26 ans, 25 ans. Ouais. Bon, enfin, je dis quand même, c'est quand on compare avec ce qui se fait dans le civil, avoir une équipe de 8 bonhommes à 26 ans, en fait, c'est hyper rare, quoi. C'est un niveau de responsabilité qui est très rare. Je trouve que là aussi, c'est une expérience de dingue quand on est dans l'armée, quand on est un jeune sergent ou élève sous-officier, comme là à l'ENSOA. C'est se dire qu'on a 20 ans, là on est en train d'apprendre à faire notre lit, et dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'on aura 8 bonhommes, 8 soldats qu'on va entraîner, qu'on va emmener au feu. C'est quand même un niveau de responsabilité qui est... Comment vous l'avez vécu quand vous aviez 26 ans? Moi, j'ai eu la chance, c'est que je me suis engagé première classe, caporal. Donc j'ai été chef d'équipe. Donc je commandais deux soldats. Ah, vous avez commencé à 2? Voilà, j'ai commencé chef d'équipe. J'ai commandé 2 soldats et je les ai commandés en opération, etc. Je resitue l'enjeu. Ils ont, vous avez dit tout à l'heure, 17 ans et demi et 25 ans. Ils arrivent dans cette école. Oui. Vous êtes leur formateur. Ça signifie que 8 mois plus tard, ils arrivent avec leurs valises, ils ont encore les cheveux longs. 8 mois plus tard, ils ont une équipe avec 8 bonhommes dedans et ils sont dans leur unité et potentiellement ils partent en mission. Alors, ils partiront pas en mission, il va falloir qu'ils valident leur spécialité, leur CT1. Mais dans leur régiment, déjà, ils peuvent être amenés à prendre une séance de cours, à former dans une section, à former leurs engagés volontaires, les militaires du rang de la section, etc. Ils peuvent commander sur un exercice, sur un terrain, sur un terrain de manœuvre, etc. En opération, il faudra qu'ils valident leur CT1, donc dans leur spécialité, afin qu'ils puissent être projetés en tant que chef de groupe. Ouais, donc ça c'est un autre stage, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, 8 mois pour transformer un civil en futur chef, ça paraît hyper court, quoi. Oui, correct. Ouais, c'est court et c'est pour ça que l'instruction à l'école est très intensif. Et il faut qu'ils suivent, parce que c'est un train qui avance et qui ne s'arrête jamais. C'est à eux de suivre. Malheureusement, on a un petit peu de perte de jeunes, mais ça reste très minime. Mais ouais, en 8 mois, ils apprennent beaucoup. Et après, le métier de chef de groupe, concrètement, ça se fait du début jusqu'à la fin de sa carrière. Parce être cadre au contact, c'est une formation. C'est une formation de tous les jours. Là-dessus, j'aurais une question peut-être un peu plus polémique.
vous êtes engagé comme militaire du rang, donc vraiment soldat de base, et après vous avez grimpé les grades jusqu'à sous-officier supérieur. Moi, de l'autre côté de l'échiquier, j'ai fait un concours, je me suis engagé tout de suite officier et tout de suite bombardé chef. Est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à être chef en école, sans passer par le terrain? Ça va dépendre. Enfin, oui, je pense que c'est possible. Et certaines personnes ont des prépositions à ça. Maintenant, il n'y a rien de mieux que le terrain pour former un soldat, pour former un cadre. Et il n'y a rien de mieux qu'en opération où en fait, on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, je sais que c'est quand j'ai été envoyé en Afghanistan en 2011, où j'étais chef d'équipe, c'est là où je me suis vraiment ressenti, je me suis dit, ok, c'est vraiment, c'est mon taf, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux évoluer, je veux être chef de groupe, je voyais mon chef de groupe. Quand j'étais au plus bas, je voyais les cadres supérieurs à moi, je voulais être comme eux et j'ai réussi petit à petit à prendre cet échelon. Mais ouais, c'est compliqué en 6 à 8 mois d'être formé chef de groupe. Maintenant, c'est possible. Ce que je comprends, c'est que on n'attend pas qu'un sergent, au bout de 6 mois, ce soit le chef charismatique qui emmène les mecs au combat. Mais j'imagine qu'on lui pose des briques de base sur son commandement. Je pense aussi, moi je le vois dans la formation d'officier, je pense qu'on lui donne aussi des outils, des canevas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? En étant vraiment concret, c'est quoi ces briques, ces outils qu'on peut leur donner, non pas pour en faire des chefs d'emblée de guerre, mais leur donner des bases pour après, grâce au terrain, devenir des cadres sur lesquels leurs hommes et leurs femmes peuvent compter? Concrètement, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir l'aspect physique déjà. On va les amener, ça reste des civils au départ, ils n'ont peut-être pas une condition physique optimale. Et tout le long de ces 8 mois, on va les former physiquement, mentalement aussi sur des activités rudes ou comme ce qu'on appelle les aguerres. C'est un peu comme des stages commando. Mais voilà, c'est de l'aguerrissement, c'est au niveau de l'école. On va les mettre sur plein de situations qui vont faire que petit à petit, ils vont prendre conscience de leur corps, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire, jusqu'où ils peuvent aller. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que en fait, cette rigueur, elle est importante pour montrer l'exemple. Donc, quand je fais du sport, je dois montrer l'exemple à mes hommes. Quand je fais quelque chose, que ce soit en tactique, je dois être carré pour montrer l'exemple à mon groupe. Et on va essayer de leur inculquer en tout cas cette rigueur, ce professionnalisme. Ce savoir-être en tant que cadre et l'exemplarité qui va être très très important. Est-ce que dans le groupe de 8 qu'on commande, est-ce qu'il faut être le meilleur en sport? Faut pas être le meilleur, mais il faut leur montrer que c'est possible, toujours. Et faut être exemplaire dans tout ce qu'on fait. On peut pas être le meilleur partout, mais par contre on peut être bon partout. Pour moi, c'est par exemple mes hommes ils font quelque chose, je peux pas être à côté et les regarder, il faut que je fasse aussi. En fait, je dois être exemplaire auprès d'eux. Quand j'ai amené moi mes sections, on faisait une marche, et j'étais devant et à mon rythme, et j'étais devant et la section est derrière moi. En aucun cas, je ne représentais pas ou j'étais dans un véhicule à regarder ce qu'ils font. J'étais en permanence avec eux. Et moi, c'est ce que j'essaye en tout cas d'inculquer à tous les hommes que j'ai pu former. Voilà, donc parmi ces petites briques dont on parlait, l'exemplarité, c'est un des mots que vous avez le plus cité. Donc ils pompent, je pompe avec eux, ils marchent, je marche avec eux. Mais sans avoir besoin d'être celui qui va faire le plus de traction. On n'a pas besoin d'être un surhomme quand on est chef de groupe dans les armées de terre. Il n'y a pas besoin d'être un surhomme, mais il y a besoin de montrer quand même à minima. On peut pas être la caisse. Il faut avoir la caisse, il faut avoir un minimum. On ne peut pas être celui qui va faire une traction alors que tout le reste de mon groupe en font 5, 10. Il y aura toujours le mec qui va faire 20, 30 tractions. Mais moi, je dois montrer quand même que le chef de groupe, il est présent. Il sait se défendre, il est en mesure il est en mesure de protéger ses hommes, de mettre en place des mesures de sauvegarde. Il doit être présent, quoi. Et il doit montrer cet exemple. Ouais. Allez, donne-moi ta main. Armée de terre, peux-tu le faire? On parle un peu de sport là, c'est pas pour dire que les chefs à l'armée c'est les gros bras, mais simplement, et c'est un truc que vous avez dit, c'est aussi montrer qu'on est capable d'aller au bout de soi-même et d'avoir une discipline qui passe à la fois par l'esprit et par le corps. Donc ça signifie que dans les 6 mois qui passent à l'École nationale des sous-officiers, il y a une vraie montée en puissance physique qui se fait
en plus de la formation, je dirais, intellectuelle au métier de sous-officier? Ouais, il y a une grosse montée en puissance. On commence au début avec les petits tests. Petit à petit, on veut les amener sur le parcours d'obstacles, sur un parcours individuel, pas d'évasion, mais Les parcours d'audace. ouais, les parcours d'audace. Ouais, plus Merci, d'audace. mon capitaine. Donc oui, les parcours d'audace où on va les amener petit à petit sur certains ateliers. La même chose avec l'aspect fatigue, où ils vont pas dormir de la nuit. Le lendemain, on va leur mettre un chrono en PO ou sur un brancardage, etc. On va les amener petit à petit à se rendre compte que en fait, même en état de fatigue, ils sont capables de faire. Et ce qui leur permettra, eux, de montrer au moment où ça sera le plus dur, au moment où, par exemple, ils seront sous le feu, que en fait, tout est possible. Parcours d'audace, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est vraiment dans les forteresses, parfois ils tendent des câbles, des ponts de singe entre deux murailles et les mecs, on les suspend à 10 mètres de vide. Voilà. Donc ce que je comprends dans ce que vous dites sur la montée en puissance des élèves, finalement on leur apprend plus sur eux-mêmes que sur le métier de chef. On leur apprend beaucoup sur eux-mêmes, mais après, ils vont travailler entre eux. Ils vont être tout le temps, pendant 8 mois, en permanence ensemble. Ils vont travailler en groupe, que ça soit sur les terrains. Quand ils vont commencer le travail chef de groupe, ils vont travailler en groupe. Donc, il y en aura toujours un qui va passer chef de groupe, deux autres qui vont prendre la place de chef d'équipe. Que ça soit sur les aguerres, sur la piste d'audace, il y aura un chef de groupe. Donc, en permanence, en fait, dès qu'ils vont commencer le combat chef de groupe, où ils vont apprendre leur métier, ils seront mis en situation. Donc ils vont on va leur mettre plein de situations où ils vont se rendre compte que un chef de groupe, en fait, ça commande et ça doit commander s'il faut que ça avance. Ça permet d'apporter une précision au thème qu'on a abordé tout à l'heure. Chef formé en école ou chef formé sur le terrain, c'est peut-être un peu factice comme opposition, puisque en école, que ce soit l'école des sous-officiers ou l'école des officiers, en fait, on passe son temps sur le terrain et on passe son temps à faire des expériences comme ça, que ce soit l'épisode AS, comme vous l'avez dit, ou en fait, c'est des mises en situation permanentes. Ils passent pas de temps dans les amphithéâtres, les élèves sous-officiers? Alors, il y a toujours, c'est obligatoire, il y a cet aspect technique où il va falloir leur apprendre les choses avant d'aller sur le terrain, donc leur montrer grâce à des pré-AO, des PPT, etc. sur des cours, comment on utilise le matériel, que ce soit les transmissions, l'armement, la façon d'éduquer, d'apprendre à ces hommes utiliser l'armement. Donc ils vont passer l'initiateur fusil d'assaut. Donc c'est eux qui feront les cours. Il y en a plein d'autres. Sur l'aspect technique et tactique, ils vont passer d'abord par une phase de cours, d'amphithéâtre, avant de mettre ça en place sur le terrain. Donc il y a une montée en puissance physique, il faut que les gars faut qu'ils aient la caisse au bout de leur formation, mais il y a également une éducation intellectuelle, technique. Pareil, une autre question un peu polémique, est-ce que vous croyez que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut être chef de groupe? Ouais. Non, je pense pas. Je pense que après, il faut replacer le chef de groupe dans sa fonction. Tout le monde ne peut pas être chef de groupe au combat. On a chacun nos façons de voir face à l'adversité, notre façon de réaction face à l'adversité. Je ne suis pas sûr que tout le monde est en mesure de bien faire son travail de chef de groupe. Maintenant, dans l'aspect qu'on a choisi au départ, il faut pouvoir le faire au mieux. Et pour moi, je pense que tout le monde doit savoir en faire un minimum, mais tout le monde ne peut pas être chef de groupe au combat. Ça va être compliqué. Ouais. Vous croyez qu'il y a de l'inné, de l'acquis? C'est quelque chose qu'on peut devenir si on n'a pas cette partie un peu... Il y a plein de gens qui disent, voilà, il y a des chefs, ils sont chefs dans le sang et finalement, on peut pas apprendre ça. C'est quoi votre avis là-dessus? Je pense que oui, il y a les chefs à qui c'est inné. Mais moi, j'étais militaire du rang. J'ai vu toutes les étapes, j'ai vu plusieurs chefs de groupe, j'ai vu plusieurs chefs de section. Et on récupère de tous ces gens-là, en fait, de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je pense que ça se fait petit à petit. Et alors, si c'est pas inné, en tout cas, il y a cette possibilité que ça vienne. Et moi, je pense que c'était pas inné au départ. Et je pense que maintenant, je l'ai bien mis en place. Et à force de voir et d'avoir pu être mis au contact ou d'être mis sur certaines situations, je pense que ouais, je l'ai appris comme ça. Moi. J'ai un peu le même sentiment. Je pense que déjà, on apprend beaucoup des chefs qu'on a. Et parfois, on apprend même plus des mauvais chefs qu'on a eus. Parce que ça arrive aussi. On apprend peut-être plus d'eux parfois que des bons chefs. Et surtout de la mise en situation qu'on apprend beaucoup plus en apprenant sur soi d'abord et sur la manière dont fonctionnent les autres pour pouvoir ensuite les commander.
Je voudrais revenir sur ces jeunes dont on a parlé tout à l'heure, qui arrivent à l'école nationale des sous-officiers. Ils font partie, là, ceux qui arrivent dans vos mains bientôt, ils font partie de ce qu'on appelle la génération Z, je crois, qui est une génération très critiquée. Moi, je suis un peu sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui voient arriver ces jeunes dans leur boîte et ils disent tous à peu près la même chose. Ils ont l'impression que c'est une génération complètement différente, qu'on a parfois du mal à engager. Quel est votre avis sur ces jeunes-là qui arrivent aujourd'hui? Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je pense que oui, on est sur cette génération qui, en fait, qui vient parce que, tiens, j'en ai entendu parler ou j'ai vu l'armée dans la rue sur une opération Sentinelle. Donc ils viennent voir ce qui se passe et si ça leur plaît pas, en fait, ils arrêtent. Donc ils ont, pour moi, j'appelle ça un peu zapper. C'est je teste, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je change, je verrai ailleurs. Donc c'est un peu plus complexe sur cette génération, mais ouais, elle est peut-être un peu plus compliquée que sur notre génération ou sur les générations précédentes. Ouais. Mais c'est quoi ces forces par rapport... Alors là, vous avez parlé de ces faiblesses, donc vous avez dit, c'est vrai qu'ils ont peut-être ce côté zapping. Est-ce que par ailleurs, ils n'ont pas des nouvelles compétences que les générations n'avaient pas? Des nouvelles compétences, non, je pense que ça reste, c'est à peu près pareil. On reste dans le même. Ils ont peut-être plus cet aspect engagement par rapport à tous les J'ai remarqué attentats, aussi. tous les attentats ou tout ce qui a pu se passer ces dernières années là. Ils ont peut-être plus ce côté engagement. Maintenant, le problème pour moi de cette génération, c'est qu'elle veut tout le temps tout remettre en cause. Donc c'est peut-être le problème que pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, et pourquoi si on faisait ça, ça serait pas mieux. Il y a toujours ce côté-là, mais ouais, je pense que juste ça, le côté engagement par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Alors que parfois, surtout dans l'armée, quand on se forme notamment, parfois on a aussi besoin de suivre et d'être capable de faire un pas sans vraiment savoir où on va. Moi, je trouve que c'est assez fort. Je me souviens, les premiers jours où je me suis engagé, le premier truc qu'on a fait, c'est on est parti courir ensemble. Et je me suis demandé si, enfin maintenant je me dis ça, quelque part, l'engagement c'est un peu ça aussi, hein. C'est un gars qui vous dit, allez, derrière moi, on y va. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop avec qui, mais on y va quand même. Et ça, vous trouvez que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu, et donc c'est une valeur que vous essayez de leur transmettre? Ouais, au jour d'aujourd'hui, si on fait quelque chose, il faut leur expliquer pourquoi. C'est vraiment le générationnel. Tout ce qu'on fait, il faut leur expliquer. Moi, à mon époque, mon CDS, il me disait en avant, tu vas tout droit et tu cours. Je réfléchissais pas, j'allais tout droit et je courais. Pareil, à rentrer dans le bureau pour se plaindre d'un petit problème, à aucun moment je serais allé voir mon chef de section à moins d'avoir la jambe sur le côté, quoi, en travers. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus, il faut parler avec eux, il faut être plus dans la discussion, dans l'explication. Et je pense que c'est peut-être le problème qu'on peut avoir avec eux. Ouais, Je pense avec cette qu'en effet, génération. faut pas le... Je trouve qu'il serait malsain de le nier. Je pense qu'on peut en parler. À mon avis, et ça fait partie d'une éducation aussi, de la création d'une confiance, être capable de dire, ben ouais, là, il y a des choses où on peut tout expliquer, on peut tout justifier, mais il y a un moment où, si on veut se former, il faut être capable d'avoir une forme de confiance à l'égard de ses instructeurs et dire, ok, bon, bah, c'est lui qui sait, il a je sais pas combien d'opérations au compteur, il sait ce que c'est qu'être un soldat, il sait ce que c'est qu'être un chef, ben, je lui fais confiance et puis en avant, quoi, je le suis. Ça, je vous rejoins complètement là-dessus. Je voudrais revenir sur la formation même des sous-officiers. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a que des choses qu'on peut apprendre sur le terrain. À l'école, moi, quelque chose qui m'avait marqué à l'école des officiers, c'est les outils qu'on vous donne. Est-ce que vous seriez en mesure de nous parler un peu de ces outils? Parfois, c'est très concret, ça va être un carnet de notes et tout. Quel type d'outils comme ça vous donnez à vos élèves officiers, vos élèves sous-officiers, et qui vont leur permettre de vraiment décupler leur productivité, leur capacité à commander? Concrètement, aujourd'hui, on essaye de faire comme on va dire, comment dire, on va utiliser des outils numériques. Donc à l'école, on va parler de la musette numérique, où ils vont retrouver en fait tous les cours qu'on leur donne nous sur cette musette numérique. Ils vont pouvoir aller sur Internet avec leur téléphone, ou alors on leur fournit des tablettes. Chaque élève direct qui rentre à l'école se voit fournir une tablette et où à l'intérieur, ils vont trouver plusieurs outils qui vont leur permettre de se former tout du long. Ensuite, il va y avoir tout ce qu'on a eu comme en été, hein, les bouquins, les carnets, le carnet chef de groupe, le bouquin, les relations internationales, etc., avec tous ces bouquins de cours. Mais il y a ce côté-là où on va mettre en place
tout ce qui est pré-AO, donc PPT, présentation, pré-AO, présentation adaptée, assistée par ordinateur. Et tous ces cours qu'on va mettre en place sur de la pédagogie afin de faciliter et de correspondre au mieux à leur génération. Ça, je trouve que c'est peut-être le point clé pour un chef de groupe, c'est qu'il soit capable de mener des instructions après en unité. Moi, mes 3 chefs de groupe, quand on était au quartier, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est des instructions. C'est vraiment le premier échelon qui enseigne aux gars. Comment vous en faites des pédagogues? Alors déjà, il faut que nous-mêmes, on soit pédagogues. Donc dans une section, on est formateur, donc on doit les former à ça. Et il va y avoir plusieurs activités. On va commencer au départ par l'OS. Donc on va leur apprendre l'ordre serré. Ordre serré. Ordre serré. On va leur apprendre comment faire. Et après, c'est eux qui vont refaire les mêmes cours. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va être mis en situation avec un nombre de ses collègues, des stagiaires, mais sauf que c'est lui qui va donner le cours. Donc on va les mettre en situation, pareil que sur le terrain, on va les mettre en situation de pédagogue pour qu'en fait, petit à petit, en débriefant sur plusieurs choses, leur façon de faire, leur façon d'être, s'ils font de l'évaluation, de l'auto-évaluation, de l'hétéro-évaluation, etc. Savoir en fait s'ils mettent bien tout en place pédagogiquement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils soient plus à l'aise face à un auditoire, etc. Donc plusieurs fois, ils vont être mis en situation, que ce soit sur des cours d'ordre serré, sur des cours d'utilisation de matériel, comme l'utilisation des trans, et c'est eux qui vont faire le cours. Donc encore une fois, de la mise en situation. Et vous avez dit juste avant un truc qui me paraît hyper important, c'est pour en faire des pédagogues, il faut être soi-même un pédagogue. Vous êtes un formateur. Quelque part, la manière dont vous leur apprenez à être un pédagogue, c'est vous en l'incarnant, quoi. Quelles sont les méthodes que vous avez, dont vous espérez qu'ils vont les reproduire quand eux, ils seront instructeurs? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que votre pratique, elle a évolué vis-à-vis de ça? Alors, je pense que la pratique, elle n'a pas trop évolué, même si pédagogiquement parlant, on va rentrer plus dans des techniques pédagogiques avec tout ce qui est outils numériques qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. À l'époque, on avait le cours magistral, l'exposé directif où j'avais quelqu'un face à moi qui faisait son exposé et on hésitait carrément à poser une question. Au jour d'aujourd'hui, on va plus rentrer dans ce qu'on va appeler l'exposé interactif. Donc là où je vais en fait mon cours, je vais le faire avec eux. Je vais les faire participer, les faire chercher, ce qui va les faire rentrer dans une phase d'apprentissage qui va être beaucoup plus simplifiée. Et pour eux, et moi en même temps, ça va me permettre de m'amuser au moment où je fais un cours. Donc je trouve ce qui a pu avoir changé par rapport à avant, c'est ce côté pédagogue qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. À l'époque, on était vraiment sur un cours, bam bam, c'est comme ça, pas autrement. Aujourd'hui, on va les amener à trouver la solution eux-mêmes par des outils, par des jeux, etc. Et ça, je trouve que c'est une évolution qu'on a eue à l'armée et qui est plutôt pas mal. Ouais. Je trouve que c'est important parce que les gens qui ne connaissent pas l'armée peuvent avoir toujours en représentation le drill sergent là, qui vous crie dessus et qui n'est pas péda, qui est pas bienveillant. Donc ça, on peut dire que c'est fini, quoi. Ouais, c'est peut-être pas que c'est fini, mais on le travaille autrement. Maintenant, si on fait tel cours, on va le faire comme ça. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même un cadre pendant le cours. Mais ouais, on va amener ce côté pédagogue qui va permettre l'apprentissage beaucoup plus rapide et plus facile des élèves sous-officiers. Ouais. Non, mais ça, vous l'avez dit, il y a un cadre d'autorité, ça c'est clair. Tu fais le lit le matin, faut que la tenue elle soit impeccable. Mais ça n'empêche pas, dans la pédagogie, d'être bienveillant, comme vous venez de le dire. Je reviens sur là, les jeunes que vous avez sous vos ordres, du coup, ceux que vous formez. Est-ce qu'il y en a où, dès les premières semaines, vous vous dites, lui ou elle, ça va faire un futur chef, un vrai chef, quoi? Oui, ouais, il y en a, comme je le disais au début, il y en a, c'est inné. Il y en a, on le ressent de suite sur la façon d'être, la façon de faire, etc. Il y en a, on se dit, ouais, lui, ça va être un bon soldat, ça va être un bon chef de groupe s'il met tout en œuvre. Maintenant, on va l'amener, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il y en a, ça se voit, ça se ressent. Comme il y en a d'autres, malheureusement, on sait que ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, il y en a où vous dites, ça va pas être possible, quoi. Ouais, il y en a, ouais. Je me dis que ça doit pas être facile, mais d'un autre côté, bon, encore une fois, ça sert à rien d'être démago. C'est pas légitime de le dire, mais je pense que tout le monde peut pas faire ce job. D'ailleurs, c'est pas forcément bon pour tout le monde non plus, hein. Je pense que c'est pas, l'important dans la vie, c'est pas forcément d'être un chef de quelque chose. Quels vont être ces traits
que vous reconnaissez chez le futur chef dont vous venez de parler, le ou la future chef? C'est quoi les trucs que vous reconnaissez en eux dès le début, quoi? Je sais pas si ça peut se traduire par des mots, mais moi je le vois plus comme que je vais le ressentir en fait. Et il y en a certains, de suite, dès le départ, en fait, ils vont aiguiller ses camarades, parce que lui, il va comprendre de suite ce que j'ai demandé. On va parler du lit, par exemple. La mise en place du lit, il va comprendre de suite. Il va aller de suite voir ses camarades. Ok, fais pas ça comme ça, fais-le comme ça, tu verras, c'est mieux. Donc de suite, ils vont nous montrer que je suis capable de, sans le vouloir, hein, mais il va aller aider ses camarades. Il va aller demander conseil envers d'autres qui sont peut-être plus aptes à le faire, etc. Donc ça va plus pour moi, c'est plus un ressenti. Je ne vais pas pouvoir le marquer par rapport à un trait de caractère ou quoi que ce soit. Parce que j'ai vu des gens qui ne connaissaient rien à l'armée. Et les premiers que j'ai formés, hein, j'ai toujours des nouvelles aujourd'hui et c'est devenu des super chefs de groupe. Hein. Et en même temps, moi, dans ce que vous me dites, je reconnais, j'ai vraiment 1000 exemples en tête. C'est en effet le gars ou la fille qui va aider ses camarades, qui percute plus vite que les autres, ça c'est la base. Et le troisième truc que vous avez dit, qui va demander conseil. Ça paraît simple, mais en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'a pas cette vision où il va aller poser des questions aux formateurs et tout. Donc, ok, peut-être que c'est du ressenti et qu'on n'arrive pas à le définir, mais là, d'emblée, on a dit un mec qui va vers les autres, ou une fille qui pose des questions, et qui percute plus que les autres. Donc, je suis d'accord avec vous que tout de suite, on voit la différence. Du coup, sur ce que vous leur donnez vraiment, même quelqu'un qui a tout de suite ce charisme, qui a tout de suite cette capacité où on se dit ça va être un futur chef, vous leur donnez des outils, vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais revenir sur les canevas. Et par canevas, je veux dire les canevas d'ordre. Moi, c'est un des trucs qui m'a marqué à l'école des officiers, où on se dit, un chef, typiquement, c'est le mec charismatique, qui a ça dans le sang, etc. Et en fait, le premier truc qu'on m'a appris à l'armée, c'est celui qui te donne des ordres. En fait, c'est pas dans sa tête tout de suite, il te donne des ordres. Je lui donne un canevas, donc c'est, formation en ligne, halte, c'est vraiment des canevas très proches, des canevas de tir aussi. Donc on lui dit, écoute, dis tel mot, tel mot, tel mot. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, parce que c'est un peu contre-intuitif. On ne se dit pas forcément qu'un chef, c'est quelqu'un qui reproduit les canevas qu'on lui a enseignés. En fait, ces canevas, on les met en place dès le départ. Pourquoi? Pour que tout le monde ait le même langage. Donc c'est des cadres d'ordre de tir. Vous pouvez nous donner des exemples? Cadre d'ordre de tir, qu'est-ce qu'on va voir? ODF, objectif distance feu. Il y en a plein, GD9, HCODEF, etc. Tous ces canevas-là, ça va être des choses qu'on va leur donner pour que, en fait, à tel moment, j'utilise telle chose. Après, on va avoir les actes réflexes, les actes élémentaires du groupe, les missions groupe. Sur la mission reconnaître, en fait, par exemple, on va avoir le déplacement, l'arrêt dès qu'on a visuel sur l'objectif. C'est des procédures génériques, en gros, qui vont regrouper un ensemble de situations, et ça sera à eux de s'adapter au terrain. Mais on va leur donner en fait des outils pour réagir au mieux face à une situation. Mais c'est hyper important parce que, encore une fois, je pense que on le voit tout le temps dans les films et tout, puis le mythe un peu romantique du chef au combat ou sous le feu, je pense qu'on ne se rend pas compte que là, aujourd'hui, à l'école nationale des sous-officiers ou à l'école des officiers, on apprend à des chefs à juste apprendre par cœur un canevas d'ordre, donc vous l'avez dit, ODF, donc objectif, distance. Ouais, canevas des cadres d'ordre de tir. C'est quoi? C'est objectif, distance, feu. Donc ça veut dire, pour un tir de grenade, direction la maison à 100 mètres, feu. En fait, on va les matrixer dans leur tête, ils vont avoir ce canevas-là pour le jour J être capable de le répéter. C'est pas juste quelqu'un qui balance des ordres du tac au tac. Vous envoyez une vraie utilité à ces canevas. Ah oui, ouais, c'est surtout en tant que chef de groupe. Parce que là, on parle de cadre d'ordre de tir, mais des cadres d'ordre au combat ou une façon, par exemple, ce qu'on parle du SMEP, situation, mission, exécution, etc. Ça, juste pour revenir là-dessus, ça c'est quand je donne des ordres avant l'action. Voilà, c'est les ordres qui vont... Exactement, c'est les ordres qu'ils vont recevoir de leur chef de section après un OI ou un OPO. Et là, ils vont mettre en place, eux, un SMEP où ils vont décrire les ordres qu'ils ont eus de leur CDS pour pouvoir l'expliquer à leurs hommes. Et concrètement, c'est fait par étapes avec certaines procédures qu'ils vont apprendre à l'école et qu'ils vont mettre en place à chaque fois. Donc il dit, là, le sergent, il dit, ok, mon groupe à moi, les gars, ils arrivent.
il leur dit voilà, le chef m'a donné telle mission, et donc là c'est là où il y a le SMEP, situation, mission, exécution, place du point chef. particulier, place du chef, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par rapport à ça, ils auront une caisse à sable, donc ce qu'on appelle une caisse à sable, où là ils vont diriger et montrer en fait la situation ennemie, situation amie, la mission qui a été de la section, la mission que le chef de section, donc leur patron, leur a donnée, de quelle manière, là, avec l'exécution, de quelle manière il voit la mission et comment il veut la faire, et quel cadre d'ordre il va donner à son chef d'équipe et par rapport à la mission. Et pourquoi il peut pas, pourquoi il improvise pas ça? Pourquoi on est obligé de se dire ok, passe bien par le SMEP, situation, mission, exécution? Pourquoi il peut pas improviser un truc comme ça? Même par exemple le sergent boule de feu, où vous avez dit tout à l'heure, il a ça inné, il a ça dans le sang. Pourquoi lui aussi on lui enseigne ça si finalement c'est naturel pour lui? Boule de feu, déjà, pour le sergent boule de feu, c'est pour le calmer. Parce que concrètement, on a une petite phrase à l'armée, c'est jamais un pas sans appui. Et quand ils vont évoluer au sein d'une section de combat. Donc quand on va avoir un groupe qui va avancer, on a forcément un groupe qui est en appui et forcément un autre groupe qui est en couverture. Donc il va y avoir des canevas que son chef de section a et qui va mettre en place. Et ces cadres d'ordre va permettre quoi? De le concentrer sur sa mission, mais en suivant la mission du reste de la section. Qu'il n'aille pas trop vite, pas trop rapide, etc. Et dans le même sens qu'ils ne partent pas tout seuls, tout droit, face midi, en avant et à l'assaut, quoi. C'est pas possible. Donc on est obligé de donner des ordres, des canevas, et pour éviter que ça parte dans tous les sens. Armée de terre, peux-tu le faire? En fait, former un chef, c'est lui donner des procédures. Ça, je dirais que c'est possible du coup au quartier. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du côté mission et sur le terrain. Vous-même, vous êtes parti, je crois, 9 fois sur les théâtres étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire la première fois que vous partez comme chef de groupe sur le terrain, quel âge vous avez et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, la première fois en tant que chef de groupe, j'avais 26 ans. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était au Mali. Ma première mission en tant que chef de groupe, c'était au Mali. Le premier ressenti que j'ai eu, déjà sur la prépa mission, ça a été l'excitation. Pour moi, le boulot de chef de groupe, c'est le plus beau boulot que j'ai fait. Ça a été vraiment mes plus belles années au sein de l'armée. Et j'ai eu cette excitation, ce stress positif, mais l'excitation d'arriver sur un théâtre d'opération qui, comme on dit armée, qui pue un peu, avec mon groupe, avec des hommes qui, quand ça pue un peu, ils se tournent tous vers moi pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que en fait, en cette phrase-là, vous n'avez pas défini ce que c'est qu'un chef, c'est-à-dire le mec ou la fille vers qui tout le monde se retourne quand ça pue? Ouais, pour moi, c'est ça. Chef de groupe, c'est lui qui va prendre la décision par rapport à une situation, qu'elle soit facile ou compliquée. Et ces hommes, ils vont le regarder, ils vont l'aider, mais la plupart du temps, ils vont regarder, ok, sergent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est nous qui prenons la décision et il faut prendre la meilleure décision. Et et là, quand vous avez tous ces regards là, qui se retournent vers vous, comment vous vivez cette pression-là des gars et des filles sous vos ordres? En fait, l'armée m'a appris par ce qu'on disait, par des procédures, par des canevas. Je me réfère à ce que j'ai appris par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et je donne des cadres d'ordre, je donne des ordres concrètement, ce qui permet que ces regards, au lieu de se retourner vers moi, ils se mettent face à l'endroit où je veux. Et ce qui permet de tenir son groupe et de continuer la mission de la meilleure des manières. Ouais. Donc dans ces moments de stress et de pression intense, comme vous l'avez vécu au Mali, en fait, on se raccroche aux outils qu'on a appris à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a appris. Correct. Ouais. Vous avez on n'est pas obligé d'aller sur les expériences perso et tout, mais vous avez un moment comme ça où pour vous ça a été une épreuve de force en tant que chef de groupe. Et qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là? Alors la plus grosse épreuve, j'étais pas chef de groupe, j'étais chef d'équipe. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais j'étais chef d'équipe, c'était en 2011 en Afghanistan. Vous avez quel âge? Alors en 2011, c'est une bonne question, j'avais quel âge? Ici 17 ans, je devais avoir 21 ans. Ah ouais, vous avez 21 ans, première mission en Afghanistan. 21 ans, 22 ans, et c'était pas ma première mission, parce que j'avais déjà fait le Gabon et la Centrafrique. Mais ça a été vraiment la mission
Bah déjà, en tant que militaire, on attendait tous, c'était l'Afghanistan. Et puis on s'était préparé pendant 6 mois. Et pour parler de cette mission, je me suis retrouvé, malheureusement, dès le premier mois, c'est passé le 18 juin, j'ai perdu un de mes hommes au combat. Et là, c'est vraiment, on a le regard du deuxième combattant, donc mon tireur LRAC qui est Première classe tombé Morillon. sous le feu. Première classe Florian Morillon, ouais, qui est tombé sous le feu. Et le temps de réagir, de prendre conscience que déjà il est blessé. Parce qu'avant de dire qu'il était Delta Charlie Delta, donc décédé, ça reste un soldat blessé. Mon deuxième équipier qui est toujours sous le feu. Donc ouais, là ça a été un moment très compliqué à me dire qu'est-ce que je dois faire. Et c'est là où je me rappelle qu'est-ce que j'ai fait. J'ai regardé mon chef de groupe, donc pour chef, moi je dirais pas son nom, mais Jérôme là. Et je l'ai regardé, je fais ok, là ça pue, on a un blessé, il faut que je récupère mon deuxième mec et il faut que j'aille faire les premiers soins. Donc on s'est regardé et là en fait ces procédures se sont mises en place directement. Et j'ai extrait le blessé vers moi. Le SC2 était pas loin de nous, donc il a pu venir directement pour nous filer un coup de main, prendre en compte le blessé. Et puis moi j'ai pu réagir avec mon deuxième tireur et le rapprocher de moi parce que on était toujours sous le feu. Donc le rapprocher afin de... Mais concrètement j'ai utilisé les procédures que je connaissais en tant que chef d'équipe à cette époque-là. Donc quand on est sous le feu, là, dans une situation extrême, que ce soit vous comme chef d'équipe ou votre chef de groupe, le premier truc auquel on se raccroche et sur lequel on se fonce, c'est les procédures. Ouais, les procédures et les copains, les gars qui sont autour de nous. Parce que oui, j'ai perdu un de mes hommes, mais il m'en reste un deuxième. C'est pas qu'il m'en reste un deuxième, mais je dois faire mon travail pour le deuxième, parce que concrètement, là, on est sur une situation très complexe. Je pense que perdre un homme au combat, c'est un des trucs les plus lourds que j'ai eu à vivre. Mais là, il faut que je réagisse en fait pour le reste du groupe et pour mon deuxième gars qui est sous le feu, quoi. Et dans ces moments-là, vous croyez que ce que vous avez appris dans votre formation militaire, on parlait au début de l'entretien des pistes d'audace, quand on est sur les câbles et tout, est-ce que quelque part ça vous a préparé à des situations extrêmes où on peut dire qu'il y a quand même pas de commune-mesure, que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouviez pas être préparé de toute façon? Alors mentalement, on ne peut pas être préparé à ces situations. Mais on met en place des choses. Par exemple, là, ce qui s'est passé, quand donc Florent Morillon, quand il a été blessé, nous, ce qu'on apprend à l'armée, c'est le sauvetage au combat de niveau 1. Donc en fait, on a des gestes de secourisme, concrètement, de sauvetage, qu'on va mettre en place pour essayer de le sauver, pour le soustraire du contact, etc. Donc ça reste des procédures qu'on a appris. Et en fait, à chaque fois, par rapport à ce que je sais faire, ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit à l'armée, je l'ai mis en place à ce moment-là. Et on en revient sur les procédures, en fait. On a toujours été mis sur des situations et la plupart du temps, on essaye de... Moi, je sais quand je fais des situations, je rapproche au plus près de la réalité. Et c'est peut-être ça qui fait que le jour J, en fait, malgré la difficulté, que ce soit mentale, physique, mentale, etc., on se raccroche à ce qu'on se connaît, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà appris, ce qu'on a déjà mis en place. Et concrètement, des blessures sous le feu comme ça, au sauvetage au combat, c'est ce qu'on apprend. Donc on m'a appris à réagir face à ça. Maintenant, oui, quand c'est la réalité, il y a ce côté mental qui rentre, mais on réagit. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai essayé de réagir du mieux que je pouvais. Et là-dessus, pour parler du secourisme, en plus, vous maintenant, vous êtes formateur, je crois, en secourisme. C'est ça, formateur de formateur, ouais. Et j'imagine que cette expérience où vous avez vraiment mis en œuvre ces techniques est une ressource pour vous. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus sur la notion du drill. C'est un truc que moi j'ai découvert à l'armée, c'est un terme anglais pour dire qu'on répète une chose 1000 fois avant de pouvoir l'intégrer. Est-ce que vous pouvez me dire que sans ce drill, vous auriez été capable de le mettre en œuvre là dans cet événement tragique que vous venez de décrire? Je ne sais pas si sans ce drill, j'aurais été capable de mettre en place au bon moment la bonne chose à faire. Concrètement, je ne pourrais pas revivre cette situation, me dire tiens, si j'avais pas fait ça, ou si j'avais fait ça. On réagit comme on réagit, mais je pense que le drill est hyper important. Et au sein de l'armée, le drill, que ça soit sur l'utilisation de l'armement, sur le sauvetage au combat, sur les techniques, quand je donne des ordres, etc., il faut le faire. En fait, il faut le faire parce que sinon ça marche pas. Donc on revient à la base, là, la formation de secouriste, c'est refaire 1000 fois le même pansement, refaire 1000 fois le même garrot, parce que si on n'a pas ça, en fait, il y a une réduction mentale. Quand vous étiez
sous le feu, est-ce que vous sentiez, je me dis que ça doit être assez proche du stress, où on perd de la dextérité, la vision se referme. Et donc ce drill vous a vraiment aidé dans cette situation. Ouais, le drill fait que, en fait, on a ces 5 secondes où, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sidération. Voilà, il y a qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais en fait, tout de suite, nos procédures qu'on a toujours mis en place, qu'on a fait à l'entraînement, etc., reviennent. Et ok, j'ai un mec blessé, il faut que je le sorte de là, il faut que je lui fasse les premiers gestes. J'ai mon deuxième équipier qui est là. Donc ouais, ce drill m'a permis en fait de réagir, je pense, au mieux au moment le plus critique de mon engagement. En fait, c'est presque de la mémoire musculaire, quoi. Bah, le but, c'est ça du drill, c'est plus on le fait, plus ça devient une mémoire musculaire, que ce soit à l'armement ou au sauvetage au combat. Vous disiez, ouais, même chose pour l'armement. Ouais. Vous pouvez nous décrire un peu ça? En fait, c'est quoi? Un bon tireur, c'est vraiment quelqu'un qui a tellement manipulé son arme que ça devient naturel pour lui. C'est du geste presque inconscient, c'est de la mémoire musculaire aussi. C'est ça que vous cherchez à atteindre à l'ENSOA? Ouais, c'est que ça soit l'ENSOA et je pense un peu partout dans l'armée, mais quand on apprend à utiliser son arme, en fait, c'est au début, bah, on est jeune, on apprend, on fait des erreurs, etc. Mais c'est à force de faire en fait qu'on apprend et qu'on utilise au mieux son arme. Plus on va le refaire, plus ça va devenir un geste inné. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, au début on le fait, ben, c'est mécanique. Et le but c'est qu'il devienne inné ce geste, que j'ai plus besoin d'y réfléchir, où est mon chargeur, etc. Donc je travaille toujours de la même manière et avec l'armement, ben, il faut que ça devienne inné, l'utilisation de l'armement. Ouais. Et je pars peut-être un peu loin, mais est-ce que dans le commandement, est-ce que c'est ça aussi qu'on cherche? C'est qu'en fait le gars... il est cette mémoire musculaire, mais là qui est plus peut-être intellectuelle, où tout de suite voilà, il sait quoi faire, il sait quels ordres donner. Est-ce qu'on cherche ça aussi à l'ENSOA? Oui, je pense qu'à l'ENSOA, on cherche avec le chef de groupe, en tout cas, face à une situation, face aux ordres ou à la mission qu'on lui a donnée, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de réfléchir, de regarder son carnet de combat ou quoi que ce soit. C'est OK, là j'ai telle mission, je dois faire ça en avant. Ça doit être inné, ouais. Et donc ça vient après une répétition, un drill aussi en termes de commandement. Donc vos élèves, vous êtes sur le terrain, vous dites qu'il y en a un qui devient chef de groupe, il devient chef de groupe à tour de rôle, et là vous les mettez dans des situations. Vous pouvez nous décrire un peu c'est quoi les situations dans lesquelles on le met pour simuler, je dirais, cette action de chef sous le feu? Concrètement, on va avoir plusieurs types de situations. On va les mettre sur les missions défensives ou offensives qui vont apprendre à l'ENSOA. Donc je reprends l'exemple de la mission reconnaître. On va leur donner un ordre initial, donc un OI, où là, en tant que chef de groupe, il va récupérer ses ordres. Et sur la situation, moi je veux mettre en place un ennemi, par exemple, sur son itinéraire, ou un ennemi à l'arrivée de la mission sur l'objectif, et pour voir en fait sa réaction face à quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Donc le but, c'est... Vous les surprenez, vous créez un canon conforme, quelque chose qui tout de suite active chez eux une crise, ils n'avaient pas prévu, quoi. Voilà, et la plupart du temps, ce qu'on met en canon conforme, c'est la réaction sous le feu. Ça va être la plus importante, en fait, c'est ils sont en pleine progression, ils viennent de faire 50 mètres et dès le départ de leur mission, en fait, ils sont prêts à partir côté gauche, où ça n'a rien à voir avec l'objectif. Et c'est là où on voit la réaction en fait, du chef de groupe. Ouais. Et je me dis que là-dessus, vous pouvez aussi juger un homme ou une fille. Est-ce que ça fera un bon chef, ou est-ce qu'il a encore du boulot dans cette réaction-là, dans les premiers instants? Ah oui, de toute façon, sur toutes les phases de situation qu'on mettra en place, on va pas les juger, mais on va les noter, ou on va faire des appréciations pour dire ok, là, réaction sous le feu, il a pris la pression, il n'a pas su réagir et c'est le chef d'équipe qui a pris le lead. Ouais, ça arrive aussi, les mecs se font cannibaliser. Malheureusement, des fois, on n'a pas tous la même réaction face à une situation, et de temps en temps, c'est le chef d'équipe, et c'est pour ça qu'on a un groupe, et le groupe, c'est une force. Et en fait, le chef d'équipe, il va soutenir le chef de groupe, qui à ce moment-là a peut-être pas la meilleure solution. Mais ouais, on va les juger et on va noter en fait pour dire ok, là, tel moment il a bien réagi, tel moment par contre là il aurait dû faire ça. Ce qui va nous permettre de quoi à la fin, c'est de débriefer avec lui et avec les autres, savoir si les autres auraient fait la même chose, s'ils auraient changé leur façon de faire, etc. Alors vous avez pas fait tout de suite cette école des sous-officiers. Donc vous avez dit vous êtes parti en Afghan comme chef d'équipe. C'était quoi votre première mission comme chef de groupe? Chef de groupe, c'était au Mali. Vous vous retrouvez à la tête de 8 parachutistes. Oui, c'est ça. Première CP à ce moment-là. Cette première mission avec vos gars, c'est quoi votre état d'esprit quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous dit voilà, vous avez vos 8 gars, c'est vos 8 gars pendant 4 mois de mission au Mali. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis d'eux? Chaud patate. Ouais.
Ouais, concrètement, j'avais vraiment hâte. En fait, c'est ce qu'on recherche, hein. Moi, je donne toujours l'exemple, un médecin sans malade, il sert à rien. Donc moi, je me suis engagé, c'est pour vivre ces moments. Alors, j'ai eu des moments, oui, difficiles avec l'AFGA, mais là, c'était mon groupe. C'était moi, le chef de groupe. J'avais mon adjoint que je connaissais très bien, mes 2 chefs d'équipe que j'ai toujours en contact aujourd'hui, plus mes hommes, et j'avais envie d'aller avec eux, d'intervenir avec eux, de faire des missions avec eux, pas forcément être sous le feu, mais ouais, j'avais envie de bouger avec eux, j'avais envie d'être. C'était ce moment, c'était le meilleur moment, je pense, de ma carrière. C'était chef de groupe au Mali et au sein du premier RCP. Ouais. Juste pour que qu'on nous comprenne bien, évidemment, c'est pas l'envie que des choses terribles nous arrivent et tout, mais c'est évident que quand on s'entraîne, quand on a voué sa carrière à une situation de crise, une situation d'urgence, une guerre, une opération extérieure, la première fois où on va pouvoir mettre en place ce qu'on a appris, c'est évident que dans notre position, on a tous cette excitation et puis le fait d'être content de mettre en œuvre ce pourquoi on s'est engagé, ce pourquoi on s'est entraîné pendant parfois des années. Donc évidemment, c'est pas une passion funeste, c'est juste qu'on a envie d'y aller, mais comme un pompier, quelque part, il n'a pas envie qu'il y ait des feux partout. Mais le jour où il y a un feu, il se dit, ça y est, c'est pour ça que je me suis engagé. Ce côté opérationnel qui donne vraiment envie, hein. C'est un truc hyper important, et ouais, c'est ce que j'avais réellement envie de faire avec mon groupe de combat, c'est faire une mission opérationnelle. Et le Mali m'a permis de faire cette mission opérationnelle. Et après, tout d'un coup, vous êtes à la tête de ces 8 parachutistes. J'imagine qu'il y a quand même aussi une pression, une charge d'âme, on appelle ça comme ça, une charge d'âme. Vous vous dites, ces 8 gars, faut les ramener, quoi. Faut les ramener en France au terme des 4 mois. Ouais, c'est une question qu'on se pose, pas réellement, mais qu'on a au coin de la tête, et qu'on se dit, je pars au Mali, je pars avec eux. Ok, les gars, on va tous rentrer ensemble, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Quand on est en tête du dispositif, qu'on est le VAP de tête avec tout le groupe à l'intérieur, on se dit, ok, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais au bon endroit, etc. Cette question revient souvent, mais le groupe fait en sorte que en fait, ça passe serein, et comme je peux m'appuyer sur mon chef, mon adjoint, mes chefs d'équipe, etc. Je me suis pas trop posé cette question. Enfin, je me suis posé la question de me dire que ouais, il faut que je les ramène, mais j'étais confiant. J'étais confiant malgré ce que j'ai pu vivre, etc. J'étais confiant avec le groupe sur nos procédures, sur nos façons de faire, sur la réactivité de mes hommes, et j'étais confiant que ça allait bien se passer dans cette mission. Parce que vous les avez formés, vous les avez entraînés. Avant de partir, vous avez fait plusieurs mois d'adaptation au futur terrain sur lequel vous êtes déployé. Donc à ce moment-là, ouais, le sentiment dominant, c'est que vous avez confiance en fait dans toute la formation, l'entraînement que vous avez fait. Vous savez que vous serez à la hauteur de la tâche et que vos gars le sauront aussi. Oui, on se dit toujours, par exemple, un accident de voiture, ça arrive qu'aux autres, ça arrive jamais à nous. Là, c'est pareil, on a ce côté où on se dit, de toute façon, il ne va rien nous arriver, et parce qu'on est surentraîné, qu'on est chaud, et bon, côté chef de groupe, on a quand même cette situation de se dire, ok, c'est quand même chaud, mais on se dit qu'on va y arriver, en fait, qu'on va rentrer avec nos hommes, et je pense que cette question se pose pas trop, c'est vraiment, c'est fluide, en fait. Alors, vous nous avez ramené des photos, Oui. des photos de mission. C'est ça. Je voulais qu'on regarde ensemble. Donc là, vous êtes avec votre groupe de combat? Alors là, c'était mon groupe en Afghanistan, donc là, j'étais chef d'équipe, donc moi, je suis ici. Mon chef de groupe est ici. Et ça, c'était mon groupe en Afghanistan quand on est arrivé en Afghanistan. Ouais. Là, le premier truc qui marque, c'est vous tirez tous, vous faites tous un peu les cons, vous avez des grimaces et tout. C'est quoi l'important pour un chef de groupe? On peut être dans l'humour, on peut être dans la déconne. Ça vous paraît important, vous, comme chef? Ouais, ça permet de passer outre ce côté danger, etc. qu'on avait en Afghan. Et puis c'est cohèse, en fait. On est avec notre groupe, c'est nos frères d'armes, c'est les copains. Il faut qu'il y ait ce côté amusant où on s'amuse entre nous, etc. Et ça va être hyper important pour les 6 mois en Afghanistan, pour cette mission, et pour le bien du groupe et le bien de la section. Ouais. Ouais, donc, je ne sais pas si on enseigne ça à l'ENSOA, mais le sens de l'humour chez un chef, ça vous paraît être une qualité importante? Moi, je l'utilise beaucoup, hein, que ça soit dans la pédagogie ou quoi que ce soit. J'aime faire de l'humour, ça me permet de récupérer tout le monde, de changer un peu d'air, et ça fait du bien à tout le monde, ce côté-là. Et je l'utilise beaucoup. Ouais.
Et puis parfois, moi parfois ça va être ma première arme avant de sanctionner un gars qui fait un pas de côté, qui fait un truc qu'il faut pas faire. Parfois la petite pique sur le ton humoristique, C'est la base. ils comprennent très bien et ensuite on peut passer à C'est la ça, suite tout à fait, ouais. sans monter en gamme. Donc là, ouais, on va montrer à l'écran hein, la photo, c'est hyper sympa. Alors celle-là, vous pouvez nous en dire plus? Donc là, c'est moi ici, chef d'équipe en Afghanistan, et là, c'est le première classe Florian Morillon, D'accord, mort pour la France. qui est mort pour la France sur l'opération en Afghanistan le 18 juin. Ouais. Et ici? Donc là, c'était une opération. Ben là, par contre, j'étais chef de groupe. Je suis au centre avec mes chefs d'équipe ici et alors, le deuxième, il est où? Là. Et mon adjoint, plus le pilote qui était ici, là. Et c'est mon groupe, en fait. C'est une de mes premières missions, mais sur une mission courte durée, une MCD. C'était au Gabon. C'était plus une phase d'entraînement qu'une mission opérationnelle. Mais c'est la première avec en tant que chef de groupe. Ouais. C'était la mission de courte durée, quoi. C'est une mission où on est à l'étranger, mais c'est plus de l'entraînement. Donc c'était sur la base au Gabon, là. C'est plus une zone où on est en attente. Si jamais il y a une opération qui s'ouvre, que ce soit en République Centrafrique, au Tchad ou en Afghanistan. Ouais, mais j'ai vécu ça aussi, et parfois c'est peut-être les missions les plus difficiles, parce que ça consiste surtout en tant que chef à ne pas faire perdre de vue aux gars que n'importe quoi peut arriver, que la crise, elle peut être demain, elle peut même être dans 5 minutes. Comment vous faites pour garder cet esprit d'alerte, cet esprit de disponibilité chez les gars? Ça passait par quoi? Des rituels, des rassemblements, des entraînements? Ouais, des entraînements, surtout des rassemblements pas inopinés, mais de temps en temps, ok, allez, rassembler les gars à telle heure, et Ça de l'alerte. prêt à partir. Donc nous, en tant que, parce qu'à cette époque-là, j'étais au 1er régiment de chasseurs parachutistes, donc on a ce côté, ce qu'on appelle l'alerte guépard, qu'on avait quand on était en France, où il fallait être à 1 heure du régiment, on n'avait pas le droit de partir plus loin, où ils nous appelaient pour nous tester, ils rassemblaient toute la compagnie, ok, c'était un test, et pour voir si tout le monde était présent à telle heure, prêt en mesure d'eux pour partir. Bah là, c'est un peu dans le même genre. On va préparer ces hommes à n'importe quel moment. Ok, les gars, là, c'est parti, on y va. Donc, le matériel, il est prêt. Il doit être préparé en avance de phase. Quand on part sur une après-midi, on va dire détente, le matériel, il est en chambre, il est prêt en mesure d'eux. Donc, c'est toujours ce côté, il faut toujours inculquer ce côté opérationnel au sein du groupe. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers, enfin, par l'armée, puis je dirais la santé ou les pompiers, où c'est hyper dur en tant que chef d'avoir un groupe où c'est calme plat pendant des semaines, parfois des mois, et d'un coup il y a un pic d'activité, de garder les gars engagés dans leur tête, quoi. Quand on est, donc là vous disiez Gabon, hein. Oui. Quand il se passe rien, qu'on monte la garde, que c'est une mission qui a l'air normale, mais en fait pour faire en sorte que le groupe garde à l'esprit que ça peut basculer du jour au lendemain, je trouve que c'est hyper dur, quoi, comme chef de faire ça. Ouais, c'est hyper compliqué, et c'est pour ça qu'en fait, sur ce genre de mission, on va avoir beaucoup de phases d'entraînement sur le terrain, où on va partir 2-3 semaines, et c'est nos cadres qui vont mettre en place des situations, qui vont nous rappeler qu'ok, il y a toujours ce côté opérationnel qui est là, et qu'il ne faut pas oublier. Et moi, sur toutes mes opérations, j'ai déjà fait, par exemple, j'ai fait ma première mission au Gabon, je suis rentré en France, on était d'alerte guépard. 3 semaines après, mon retour en France, on m'a dit oh, top. Mon chef de groupe à l'époque m'a appelé. Il m'a dit ok, lundi on repart. Et le lundi, on était dans l'avion, on est parti en Centrafrique pendant 1 mois. Alors qu'on venait de rentrer de MCD, quoi. Armée de terre, peux-tu le faire? Je voulais, moi je suis d'une génération où il n'y avait pas eu d'alerte guépard pendant longtemps. Ouais. Et c'était hyper dur d'expliquer aux gars. On montait les alertes, donc on fait une liste, une section qui est prête à partir. C'est ça. Et il y avait même une blague où on disait guépard, guépard pas. On disait un guépard ça part pas. Et jusqu'au jour où en fait, bah oui, ça part. Et je trouve que c'est le rôle du chef de mettre en place des procédures ou des entraînements qui font que les gars, dans leur tête, ils savent que ça peut déclencher à n'importe quel moment. Et encore une fois, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est qu'au moment où vous avez cette responsabilité-là, vous avez 25 ans, vous avez 26 ans, encore une fois, c'est des expériences qu'on n'a que à l'armée, quoi. C'est vraiment... Enfin, je vois pas d'autres métiers ou d'autres circonstances où un jeune de 26 ans, il a des responsabilités aussi importantes que celle-là. Et on termine avec cette dernière photo. Bon, ça, c'est une On photo. reconnaît les bérets rouges des paras. Ouais, avec le tri de l'époque, ça c'était vraiment ma première mission. C'est l'alerte guépard, hein, c'est une mission section Qui est partie. Voilà, qui est partie. Et j'étais première classe et on est parti en République Centrafrique. Ouais. Ouais, ok.
Ça, c'est votre première alors. Ouais, Vous êtes où c'est- là sur la photo? Juste que Alors, j'essaie de vous mettre un oui. visage. Ouais, j'étais Ouais. très jeune. Et là, vous avez quel âge? Là, je dois avoir 18 ans, 19 ans. Ouais. 18 ans et demi, 19 ans, ouais. Si c'était à refaire, Non, en avant. les yeux fermés. Ah ouais. Ok, il y a un autre objet que vous nous avez ramené. Moi, je voulais en parler avant qu'on parle du placard. C'est ça. Donc, carnet chef de groupe. Vous voyez, moi j'en ai un peu différent, mais encore une fois, on a parlé du chef, on imagine le chef charismatique, le chef soi-disant qui aurait ça dans le sang et tout. Mais en fait, le chef, c'est quelqu'un qui a un carnet de combat. C'est ça. Et pourquoi c'est important d'avoir un carnet de combat quand on est sergent, chef de groupe, quand on est un sous-officier de l'armée de terre? Bah, concrètement, un carnet de combat, on l'a quand on est sous-officier. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose qui m'a suivi sergent, sergent-chef et adjudant. Et encore aujourd'hui, j'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on va récupérer les ordres, c'est là où on va mettre en place nos Alors, procédures. Ça, c'est la première partie. C'est tout simplement déjà noter C'est les ça, ordres que vous noter les recevez. ordres qu'on reçoit à la radio. Voilà, je montrerai après, hein, mais... Mais ouais, c'est ça, noter les ordres qu'on Alors, reçoit à la d'abord, radio, noter. etc. Et ensuite, Et après, c'est les données. Donc, sur je sais plus quelle plage, vous avez le SMEP. Il est un peu vieux celui-là. là, ça doit être l'OI, évidemment. Les OI de chef de section, c'est toujours trop long. Ouais. Après, c'est celui de mon époque. Mais Ah, ben ça, on va en reparler. ouais, après, à l'intérieur, vous allez avoir tous les messages, toute la messagerie, le 9line. C'est quoi le Nine-Line? 9line, c'est le message d'évacuation. C'est ce qu'on envoie en tant que chef de groupe ou chef de section ou les C2 sur position. C'est quand on a un blessé. C'est le message qu'on va envoyer donc qui va permettre en fait l'évacuation du blessé. Avec qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est, quelle fréquence radio. Et ce qui va permettre de déclencher la QRF, la Quick Reaction Force. Donc les moyens qui sont d'alerte médicale en gros pour évacuer le blessé. Encore une fois, tout à l'heure, vous avez parlé de ce moment de sidération. Vous avez un blessé sous le feu. Bah, l'armée, elle se dit, on va pas parier sur le leader charismatique qui a ça dans le sang et où c'est spontané, le gars il sait tout de suite quoi faire. On va lui mettre un bon vieux carnet de combat. Il va avoir son 9-line dedans et il sait exactement quoi dire à la radio. Il doit donner tel renseignement, tel renseignement. Et voilà, dans l'urgence, on se raccroche à ça. Je trouve que c'est toujours un peu sous-estimé ce côté outil. Je le montrerai à la caméra parce que c'est des choses auxquelles on se raccroche qui sont hyper importantes. Et vous, le SMEP, j'aurais bien aimé voir. Ça doit être au début le. Ouais, je vous le donne. Mais après, celui-là, je l'ai gardé en état parce que, en état concrètement, c'est vraiment le On voit qu'il premier est que j'ai poncé, eu. Il est poncé, c'est le premier que j'ai eu, je ne l'ai jamais changé. Donc au jour d'aujourd'hui, le canevas qui est en Con les jeunes, c'est pas le même que le mien. il a Mais évolué. celui-là, c'est vraiment un des premiers. Donc là, on a quand on reçoit l'OPO et ici, on a le SMEP, donc à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais là, on a vraiment le set situation générale, ennemi initial, ultérieur, etc. Et c'est là. Et donc ça, vous nous confirmez, c'est pas juste un truc que vous avez utilisé quand vous étiez en école. Sur le terrain, vous l'utilisez quoi? Sur le terrain, sur certaines opérations, quand on avait le temps de le pré-remplir. Mais au départ, on apprend à le faire avec ça. Parce que, Ouais, en fait, et après deux têtes. faire un SMEP, ça ne se fait pas automatiquement. Après, quand j'ai été chef de groupe en section de combat et quand j'ai été chef de groupe, le SMEP, je le connaissais par cœur. Donc, j'utilisais plus mon carnet et des fois, malheureusement, on n'a pas le temps de prendre son petit carnet, de noter. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, concrètement. Mais ça me permet, en fait, dès le départ, d'avoir une procédure que j'applique, que je mets en place plusieurs fois, et on revient au drill. C'est qu'à force de le faire, ça devient, en fait, je le connais par cœur, mon SMEP. Donc, je sais le mettre en place sans mon carnet. Mais quand même, moi, une des premières choses qu'on m'a dit de faire quand je suis entré à l'armée, c'est m'acheter un petit carnet qu'on met dans la poche pectorale. Et tout ça, moi, j'aime bien ce côté outil parce qu'on n'y pense pas forcément, mais un chef, c'est quelqu'un aussi qui se met en confort, qui a ses outils, qui a son carnet, où il a ses pense-bêtes, où il prend des notes. Ça, c'est hyper important. Vous m'avez ramené votre, j'appelle ça, moi, familièrement, le placard de médailles. C'est des questions que je pense les gens qui ne connaissent pas l'armée et qui sont civils, qui n'ont jamais vu ça, se posent. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, finalement, est-ce que ce n'est pas votre CV qu'il y a sur cette barre? Montrez-nous un petit peu à quoi ça fait référence. Là, concrètement, on a donc les décorations, c'est par rapport aux missions que j'ai eu fait. Et certaines décorations, donc comme celle-ci, c'est une citation. Donc c'est la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, avec une citation à l'ordre de la brigade pour ma part. C'était par rapport à l'Afghanistan et les différentes missions et les différentes réactions sous le feu, etc. de mon groupe et de moi en tant que chef d'équipe.
Ensuite, il y a des médailles. Quand on part sur le territoire, on reçoit des médailles. Médailles outre-mer, oui. Ou comme celle-ci, quand on a fait une opération comme la République centrafrique, c'est la Croix du combattant, qui représente en fait ce qu'on a fait. Ensuite, on a alors celle-là, c'est la médaille de la défense nationale. Avec citation. Avec citation. Donc c'est une décoration. Parce qu'à côté, j'ai la même. C'est la défense, ça c'est par rapport à mon temps de grade, etc. C'est l'ancienneté. Et celle-là, ça a été remis par rapport au Mali, par rapport aux découvertes qu'on a pu faire sur des caches d'armes et sur des réactions lors de manœuvres d'opérations au Mali. En fait, les citations, c'est un fait d'armes qui a eu lieu pendant la mission. C'est ça. Et donc là, je remarque en effet sur la plus importante, c'est ce qu'on appelle nous la VM, hein, la valeur militaire, donc un haut fait d'armes, la croix de la valeur militaire. Je vois que vous avez fait aussi Sentinelle. Une seule fois? Je l'ai fait 3 fois. 3 fois. Sentinelle et alors c'est là où c'est un peu dur, on a fait un guépard Sentinelle. Donc, d'alerte, comme on disait tout à l'heure. Une alerte après les attentats qui se sont passés à Nice. Là, on a été envoyé à Miramas au plus près pour mettre en place l'opération Sentinelle, que ce soit l'aéroport à Marseille ou à Aix-en-Provence, etc. Vous aviez fait que des opérations extérieures avant, vous avez fait le Gabon, l'Afghanistan, le Mali. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être déclenché comme ça d'alerte, mais sur le territoire national, dans les lieux que vous connaissez? Y a une différence pour vous dans l'état d'esprit que vous avez à ce moment-là? Il y a une petite différence, c'est que c'est une des rares fois où je me suis dit, putain, je fais une opération, mais dans mon pays, sur le sol. Moi, ça m'a, parce qu'on a quand même de l'armement de guerre, on se dit si l'opération elle commence à envoyer, on a quand même de l'arme de guerre, on a des civils autour de nous, il y a des adultes, il y a des enfants, la première fois c'était le temps de s'adapter, ça a été compliqué par rapport à tout le vécu qu'on a. Mais sinon après ça reste une mission qui est donnée, une mission simple, donc il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Il y a Quand vous avez fait cette mission sur le territoire, vous n'avez pas senti de différence par rapport je voulais dire en termes d'enjeux, par rapport aux missions précédentes. J'imagine que pour les gars et les filles que vous aviez à ce moment-là sous vos ordres, il y a quand même quelque chose où on se dit, on s'est engagé pour protéger la France, et là on le fait concrètement. Il n'y avait pas pour vous un surcroît de sens peut-être dans ces missions-là? Ouais, il y a un surcroît de sens, et puis malheureusement, il y en a certains qui ont fait cette mission, c'était leur première mission. Donc ouais, il y a un sens, c'est à se dire qu'on fait ça pour notre pays, pour la population. Parce que c'est quand même les intérêts, ça fait partie des intérêts de la France. Donc là, on est là pour la population, pour assurer la sécurité et pour essayer de faire en sorte que si jamais il y a un problème, il soit sur nous et pas sur les gens. Donc ouais, ça a été une opération importante à mes yeux. Ouais. Là, je reviens sur vos fonctions à l'ENSOA. Donc à l'École nationale des sous-officiers. J'aimerais savoir comment ça se termine. Quand ils arrivent au terme de la formation, les jeunes sergents que vous avez vus d'abord tout bébé, là, pas encore rasé, toujours les cheveux longs, à la fin de la formation, il y a quoi? Il y a un rallye, comment ça se passe pour vraiment sanctionner à la fin le diplôme de futur sous-officier? La formation, elle est sanctionnée du début à la fin, en fait. Quand ils viennent, ils choisissent une spécialité, les jeunes, et après, leur classement final va donner en fait le régiment là où ils vont aller. S'ils sont dans les premiers, dans leur spécialité, par exemple, on va prendre l'exemple de l'infanterie, le combattant, s'il est premier dans sa spé, il va choisir en premier son régiment. Donc en fait, ce classement se fait dès le départ. Ils sont notés sur les phases tactiques, sur les phases dynamiques, sur le sport, etc. Et à la fin, on va mettre en place ce qu'on appelle un rallye. Donc, concrètement, hein, c'est une grosse manœuvre, on va dire sur 4-5 jours, où ils vont passer en restitution avec d'autres cadres. Ce qui permet en fait d'avoir un autre œil pour éviter que ce soit toujours moi où je me dis lui c'est pas mon préféré, mais lui je sais ce qu'il vaut, même s'il se loupe c'est pas grave, je vais faire en sorte qu'il soit au-dessus des autres. C'est ce qui permet d'éviter ça. Et en fait, pendant ce rallye, là, ils sont évalués par d'autres. Ils sont tout seuls avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas forcément. Parce que là, toutes les sections sont mélangées. Ça leur permet, eux, mettre en place ces procédures qui ont appris, que tout le monde a appris, et qui n'ont pas forcément travaillé avec les personnes avec qui ils sont. Donc, ça les met en difficulté. Et c'est là où on se rend compte que, pour certains, ce canevas, ça leur permet d'évoluer. Et à la fin de tout ça, en fait, ça nous donne une évaluation concrètement
qui nous permet de donner une note, un classement par rapport à leur spécialité et le choix de leur régiment. Alors, vous dites qu'ils sont observés dès le début, tout le temps. En fait, ils sortent jamais du scope. Ils sont tout le temps, quand ils sont à l'entraînement, au quartier, ils sont observés, ils sont notés. Il y a des rallyes où on va leur demander de produire quelque chose, de commander un groupe et on va leur mettre une notation. Mais est-ce qu'à la fin, moi je vous dis comment je le ressens sur... moi, ça va être plus des recrutements de gars dans mon ancienne section ou alors en montagne, quand j'ai parti en troupe de montagne et donc on donne ou pas les brevets. Est-ce qu'à la fin, finalement, c'est quand même pas un go ou un no-go? Est-ce que c'est pas un feu vert? Est-ce qu'on se dit pas, lui, je lui donne 8 de mes bonhommes, 8 de mes paras? Ou est-ce que je dis, bah, ouais, non, en fait, ça va pas le faire. Est-ce que c'est pas comme ça un peu un go ou un no-go? Alors non, parce que concrètement, le but de la formation à Saint-Mexan, c'est de prendre tous les jeunes et de les amener du point A au point B. Donc on va faire en sorte, même si ce n'est pas le meilleur, de le former jusqu'à la fin. Et s'il valide en fait les tests sportifs, etc., même s'il est moyen et qu'on se dit niveau chef de groupe, ça va être limite, mais il va apprendre après. Peut-être que dans son régiment, quand il va être mis en situation, là, il ne va pas être évalué, il va être au sein de son groupe, ça va être lui qui on va regarder. Peut-être que là, il va ressortir quelque chose de bon de ce PAX-là. Oui, on va avoir notre jugement, mais concrètement, on ne peut pas juger si quelqu'un va être bon le jour J. En plus, vous l'avez dit, la formation, elle ne s'arrête pas là. Ouais. Elle va continuer Tout le long, pendant leur spécialité. Vous avez parlé tout à l'heure d'un autre stage juste après. Et pendant les premiers mois dans l'unité, en fait, c'est là où ils vont se constituer. En plus, même ça continue toute la vie. Moi, j'en apprends encore tous les jours. Est-ce qu'il y a quand même, je voudrais rentrer dans un truc un peu plus sensible, il y a quand même ce qu'on appelle une note de gueule, non? Ouais, la note d'aptitude, pour éviter le mot note de gueule, mais ouais, c'est ça concrètement. Il y a la note des cadres en fait qui permet de juger le potentiel du personnel, la façon d'être. Est-ce qu'il est dans la cohésion? Est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il prend des initiatives? Son état d'esprit? Sa façon de parler, etc. Tout ça, ça va être la note de gueule, comme on dit, la note d'aptitude, et qui va rentrer, qui va avoir une certaine force au niveau de la note finale. Ouais. Non, mais je trouve que, en fait, pour moi, il faut l'assumer, parce que c'est un mythe de croire qu'on peut évaluer, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un mythe de croire qu'on peut évaluer quelqu'un sur 6 mois, juste sur des épreuves ultra objectives, surtout quand on touche à du commandement. Il y a un moment où c'est aussi une confiance qu'on a réussi à créer, un état d'esprit. Tout à l'heure, vous parliez de quelqu'un qui va aider les autres ou pas. Enfin, tout ça, on peut pas le noter dans un test écrit ou une production sur le terrain. Donc, il faut bien qu'il y ait une note qui est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la note d'aptitude. Et il faut l'assumer. Elle porte un important coefficient et je trouve que c'est normal. Une fois que ce classement il est établi, que ces jeunes sergents ou futurs sergents ont choisi leur corps, il y a quoi? Il y a une cérémonie? Ouais, il y a une cérémonie, donc concrètement, il y a deux cérémonies. Il y a une cérémonie qui va être importante, c'est le choix des régiments. Alors on en a parlé, ils choisissent par rapport au classement, mais ils vont se retrouver face au général, ou par rapport à leur classement, par rapport aux régiments qui ont été donnés, qui ont besoin de personnel, où là ils vont choisir, et ça c'est un moment fort pour eux. S'ils se retrouvent face au général, ils annoncent leur nom, grade nom, et je choisis tel régiment. J'ai l'honneur de servir à tel régiment. Et après il y a la cérémonie de remise des galons, où celle-là, c'est vraiment la grosse cérémonie sur la place d'armes de l'école, où là, il va y avoir tout un protocole, on va avoir cette remise des galons avec leur salut de premier sous-officier, etc., qui est un moment, je pense, qui va rester dans toute leur carrière. En fait. Vous vous souvenez le jour où vous avez reçu le ouais, galon? je m'en rappelle, ouais, très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là? Qu'est-ce que je me disais à cette époque-là? En avant, maintenant, je me suis rappelé, en fait, c'est con, mais je me suis rappelé Momo, donc Morillon. Je me suis dit, ok, voilà, j'étais chef d'équipe et maintenant je vais en avoir 8, je vais avoir 8 gars. Et j'avais cette petite pensée envers Momo à me dire, ok, regarde, poulet, moi ça continue et je continue toujours à me former et à évoluer au sein de mon travail. Ouais. Et ça a été un très gros moment. Ouais. Et maintenant, c'est vous qui remettez ces galons? S'ils me le demandent, ouais. En fait, ils demandent un parrain. Donc ça m'arrive à chaque promotion. Et il y en a certains qui demandent que ça soit le chef de section. Donc moi, j'ai été chef de section à l'école. Et ouais, en fait, on leur remet les galons. C'est super important, je trouve. Et avec un petit rituel. Moi j'ai un petit rituel qui est peut-être interdit, mais
j'ai toujours une flasque avec une petite gorgée où je leur dis à chaque fois, ok, ta première goutte de sous-officier, ça sera avec ton parrain, donc moi. Et ça, je le fais au milieu de la place d'armes, donc c'est toujours un moment important pour moi. Ouais. Il y a quoi dans la flasque? Il y a du GNP? Moi, je mets du whisky parce que je suis un amateur de whisky, mais... Nous, à la montagne, c'est plutôt GNP. Ok, donc c'est vraiment le verre de l'amitié avec votre... C'est ça, leur avec premier votre verre pilote, de sous-officier, ouais. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Et ensuite, vous leur mettez le galon et en avant, quoi, ils partent dans leur régiment. C'est ça, à l'issue, en fait, les cadres quittent la promotion sur la place d'armes et après, c'est eux, aux ordres du major promotion, ils quittent la place d'armes pour dire, en gros, ils sont sergents. Donc, ils sont encore là avec nous le lendemain. Il y a toujours les TG à faire dans le batiment, mais concrètement... Et ça, c'est très important. Ouais, les corvées, après, là, c'est... Il y a l'ADE, l'adjudant d'unité, qui est là pour s'occuper du bâtiment. Mais oui, à l'issue, le vendredi, ils partent dans leur régiment. Et le dimanche, pour ceux qui n'ont pas de chance, dès le lundi matin, ils sont dans leur régiment. Et ceux qui ont un peu plus de chance, ils ont 1 semaine ou 2 semaines de perm. Mais ce qui est sympa, ce côté parrain, c'est que, par exemple, la première promo que j'ai fait en 2021, j'ai toujours des comptes rendus de mes jeunes, enfin des sergents maintenant, hein, il y a certains qui sont chefs là, et qui m'envoient toujours des comptes rendus pour me dire ouais, j'ai fait telle mission, j'ai fait telle chose, et il y a toujours cette continuité, et ça, je trouve ça super cool. Ouais. Et ils s'éclatent, quoi. Ouais, ils s'éclatent. Hein, il y en a, il y en a malheureusement, ils ont arrêté parce que se sont rendus compte que leur spécialité n'était peut-être pas en cohérence avec ce qu'ils pensaient. Mais la plupart que j'ai formés, ils sont toujours au sein de l'armée. J'ai des petits comptes rendus, j'ai toujours les groupes avec la 524 par exemple. Hein. Et ouais, j'ai toujours des contacts avec tout cela et ça fait super plaisir de voir leur évolution. Et certains qui étaient au RCP, qui sont maintenant au 13e RDP, ouais, ça fait super plaisir de voir l'évolution. Certains qui étaient sergents et qui maintenant sont officiers. Cette relation de parrainage, elle est hyper importante quand on est militaire. Et je voulais juste dire qu'elle existe également si vous êtes civil et que vous cherchez à rencontrer des militaires qui peuvent répondre à vos questions sur le métier ou le futur, que vous vouliez être militaire du rang, sous-officier ou officier. Il faut aller sur s'engager.fr. Et sur le site, vous avez des profils de militaires du rang, de sous-officiers, officiers, à qui vous pouvez poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être militaire, est-ce qu'on peut avoir une vie familiale quand on est militaire, qu'est-ce qu'on apprend à l'école des officiers, comment on fait pour se préparer. Toutes ces questions, vous pouvez leur poser en allant donc sur s'engager.fr, avoir on appelle ça le programme ambassadeur. Mon adjudant, merci beaucoup pour votre participation à cet entretien. D'ailleurs, si vous avez des idées d'invités, de personnes que vous aimeriez bien entendre, dont vous aimeriez entendre parler du métier, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et bien sûr un like. Bon, ça c'était pour le programme ambassadeur. Je voudrais juste qu'on conclue en disant pour les jeunes qui veulent devenir, qui se voient, le gars, la fille qui veut devenir sergent, ça dure combien de temps, au bout de combien de temps de formation et qu'est-ce qu'il apprend avant d'arriver en unité? La formation, elle dure entre 6 et 8 mois. En qualification, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont être initiateurs fusil d'assaut. Ils vont apprendre les gestes de premier secours, donc le PSC et le sauvetage au combat de niveau 1. Et ensuite, ils auront le grade de sergent qui mettra le fin à leur formation LENSOA. Et ensuite, ça continue sur le terrain et les missions que vous avez écoutées. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que si vous êtes dans ce cas, que vous voulez être un futur sous-officier de l'armée de terre, un des bons endroits à aller visiter, c'est le musée du sous-officier, qui est à Saint-Mexan, où on se trouve aujourd'hui. Parce que vous allez voir à travers l'histoire, l'évolution des sous-officiers, vous allez voir les équipements. C'est vraiment une bonne manière de se préparer à ce futur métier auquel vous vous destinez. Moi, je vous remercie beaucoup pour la participation à cette conversation, c'était hyper intéressant. Je voudrais terminer par le rituel militaire que tout le monde fait chez nous. Donc l'échange de patch. Voilà le mien, donc, avec la grenade à 7 flammes de la Légion et l'étoile éclaireur skieur des troupes de montagne. Je vous donne également celui du recrutement de l'armée de terre, donc avec les couleurs et le coq. Merci mon capitaine. Moi je vais faire de même parce que c'est de Trali, donc avec l'insigne du 5e bataillon, donc le bataillon auquel j'ai formé les jeunes sous-officiers que j'ai eu à former. Et voilà, avec la bonne devise de l'école qui n'est pas marquée dessus mais s'élever par l'effort. S'élever par l'effort. On va terminer sur cette belle phrase, cette belle devise. Merci mon adjudant. Merci mon capitaine. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.